Bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Je vous en supply, le podcast dédié au métier de la supply chain. Je vous en supply a pour objectif de vous plonger dans cet univers hier encore méconnu et aujourd'hui mis en lumière par les médias dans le contexte actuel de tension sur la chaîne d'approvisionnement. Je demande à mon invité de laisser au vestiaire sa casquette de promoteur d'une entreprise et de nous parler de son parcours et à travers ce voyage, de nous parler des différents métiers qui s'offrent aux acteurs de la supply. Pour ce troisième épisode, nous sommes dans les locaux d'AutoStore à Dijon. Léo Schmitt, notre stagiaire magique de la Burgundy School of Business, est à la technique. Et nous recevons Éric Léger, directeur des opérations performance et stratégie chez KPMG. Éric Léger, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de t'avoir avec nous ici. On va parler aujourd'hui de ton parcours, mais on va également faire évoluer un petit peu le format de cette émission pour avoir, je dirais, des séquences qui sont centrées sur des aspects du métier de la supply chain en général, puisque c'est l'objectif de ce podcast. Je vais te laisser te présenter et déjà succinctement, donc quel est ton rôle aujourd'hui, et puis après on va parler de ton parcours. Donc mon rôle aujourd'hui, je m'appelle Éric Léger, bonjour à tous et merci de me recevoir Laurent. Mon rôle aujourd'hui c'est directeur des opérations performance et stratégie, et je m'occupe principalement de la supply chain où je suis en charge de la responsabilité de la practice supply pour les équipes opérations performance et stratégie. D'accord. Donc, sans plus tarder, je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours, comment tout a commencé. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Donc tout a commencé, j'ai un parcours un petit peu atypique. Tout a commencé, j'ai une formation de DUT gestion de production, avec une spécialisation gestion de production assistée par ordinateur. Après, j'ai fait une licence en tant que responsable qualité. Et cette licence, j'ai commencé à la faire par l'alternance. Et cette alternance, je l'ai fait chez Philips à Rambouillet. Donc, ce qui m'a permis de mettre un pied dans l'entreprise. Et ma volonté initiale, c'était de pas basculer dans le monde du travail tout de suite, mais garder un peu ce rythme école-entreprise, qui est à mon avis quelque chose d'assez intéressant pour la formation. Suite à ça, je suis rentré dans le monde du travail. J'ai commencé par un premier contrat chez Philips qui a été racheté par Continental, donc là où j'ai mis en place toute la norme ISO sur les équipes week-end, ce qui m'a permis de voir un management aussi un peu atypique des équipes week-end. Donc je travaillais 2 jours par semaine, 2 jours le week-end, le samedi et le dimanche. En plus des études de la semaine. Mes études étaient terminées là. C'était après mes études. C'était 2 CDD consécutifs. Et ça m'a permis de voir un management où on est seul tout le week-end, on doit trouver des solutions, on doit se débrouiller, on doit manager des gens qui sont un peu différents de la semaine avec moins de support. Donc ce qui permet d'apprendre et de voir certaines choses et de garder un peu d'humilité maintenant dans les problématiques que je traite au fil de l'eau. Après ça, je suis rentré chez PSA, donc dans le monde de l'automobile, qui est une grande école de formation, parce que c'était la grande époque de l'automobile. Donc je suis rentré en tant que chef de projet pour le déploiement de nouveaux véhicules, qui était à l'époque la C3. Donc avec un déploiement sur la région parisienne, sur Aulnay, puis après sur Madrid. Ce poste-là m'a permis d'évoluer vers un poste de responsable schéma directeur et plan stratégique. Je traitais l'ensemble des schémas directeurs de France plus international
toujours sur l'aspect logistique, supply chain, et la partie plan stratégique, donc avec la stratégie qui me permettait sur les 5 ans donc de regarder, de lisser la production sur l'ensemble de nos sites France plus international. Alors pour nos auditeurs, je vais les rassurer tout de suite parce qu'il y en a peut-être certains qui ne savent pas ce que c'est qu'un schéma directeur. C'est précisément l'objet de ma question, la question métier du jour. Ça sera qu'est-ce qu'un schéma directeur? On y reviendra plus tard. Je te laisse poursuivre. D'accord. Donc après, ce poste-là m'a amené sur un poste où l'entreprise a décidé de construire une usine en Europe de l'Est. En Slovaquie. Donc là, je suis devenu chef de projet logistique sur l'usine de Trnava, donc une usine Greenfield, où je suis intervenu dès l'amont, donc choix du terrain, construction du bâtiment, refonte complète de la logistique, parce que c'était le passage du gros volume, donc des gros conteneurs aux petits colis avec toute la logistique Toyota qu'on benchmarkait à l'époque et qu'on a mis en œuvre chez PSA. Donc un gros changement au niveau de la logistique. D'accord. Petite précision, Greenfield pour les novices, hein, c'est quand on est sur un site nouveau. Et Brownfield, c'est quand on est sur un site existant. C'est les termes anglais qu'on utilise aussi en français. Et là, donc, tu étais sur place ou Donc là, j'ai commencé à chercher des terrains. Donc, j'ai fait le tour de l'Europe de l'Est, donc de la Slovaquie, de la République tchèque, la Pologne, où on a fait différents études. Donc, c'était une petite équipe projet de 5 personnes, les RH, les financiers, la partie bureau d'études, l'industriel et moi côté supply chain. Et chacun regardait son métier, et ce qui nous a permis de choisir un terrain. Donc choisir le terrain en Slovaquie à Trnava, qui est environ à 40 km de Bratislava. Et puis après de construire le site, donc faire les pré-études, installer les moyens et déployer le site. Donc il y a eu une partie qui a été faite en France avec des déplacements et puis une partie en expatriation sur le site. C'est une expatriation qui est pas très lointaine parce que Paris-Bratislava, c'est assez rapide, il y a 2 heures de vol, donc ça se fait bien. Et c'est intéressant parce que là, on parle d'un site industriel, mais en fait, j'imagine que dans l'émission Supply, il y a toujours les implantations d'entrepôts et finalement, la partie terrain, bâtiment, situation, etc. C'est la même approche. Ouais, tout est lié, hein, que ce soit un bâtiment industriel. Alors, dans le bâtiment industriel, il y avait une partie logistique à chaque fois, mais tout est vraiment lié. Donc cette expérience a été très riche parce que au-delà de la modification de la logistique, donc ce passage en petits colis, des modes de distribution nouveaux, au lieu de faire ça au chariot élévateur, on faisait ça en petits trains pour distribuer les bords de ligne. Donc ça a vraiment été une rupture complète. Mais une fois qu'on fait ça, on regarde le bâtiment complètement, c'est-à-dire les réseaux fluides, les réseaux gaz, les réseaux air comprimé. On regarde aussi tous les poinçonnages de dalles. Donc c'est vraiment assez complet. Et aujourd'hui, c'est des choses que je me sers dans mon métier de tous les jours de consultant pour aider mes clients à choisir ce qu'ils doivent mettre en place. Donc là, c'était la fin d'un cycle et la fin de cycle a montré que si on n'a pas fait d'études, malheureusement, en France, pas assez d'études, on n'arrive pas à avoir les postes à haute responsabilité au plus vite. Donc là, j'ai décidé de faire un break. Donc j'ai refusé une expatriation plus longue sur le site de Trnava pour reprendre mes études. Et là, j'ai repris une année d'études à l'ESLI à Redon, l'école supérieure de logistique industrielle, pour me passer un diplôme, une maîtrise. Pour être reconnu après par les grandes entreprises. Derrière, il faut pouvoir faire autre chose. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je me suis dit, je vais pas arrêter. Enfin, je vais encore pousser un peu plus loin. Et là, je suis rentré à l'IML, donc l'Institut Management de Logistique, donc qui est un regroupement des ponts et chaussées de Polytech Lausanne et de l'EFTIL. Où là, j'ai passé un master en management, un executive master en management supply chain. Donc, ce qui m'a permis d'avoir un bac plus 6 et d'avoir une ouverture à plein de choses et à plein de métiers différents. Donc, des études où j'ai repris mes études. Donc, après quelques années chez PSA, j'ai fait 6 ans chez PSA, reprise d'études.
un choc un petit peu, parce qu'on gagne de l'argent, on s'habitue à des choses, à un niveau de vie et un style de vie, et là on recommence. Alors je dis avec un peu d'humour, mais on commence à remanger des pâtes parce que c'était assez. La fin était assez compliquée. Je me suis autofinancé sur la formation qui a un certain prix. Et je me suis auto-financé pour vivre. Voilà. Donc c'était assez sympa, une nouvelle expérience, mais qui à la fin m'a permis de faire plein de choses. Notamment, donc à la fin de cette formation, je suis retourné chez PSA parce que financièrement j'étais à sec. Et donc il a fallu se refaire, et derrière j'ai continué chez PSA, mais tout en ayant derrière la tête de faire autre chose pour pas être catalogué à vie dans l'automobile. Donc après je suis rentré, au bout de 6 mois, je suis rentré dans le monde du conseil. C'était aussi le plan STREF chez PSA, où il y avait de nombreux départs qui étaient planifiés. J'en ai profité et je suis rentré dans le monde du conseil, dans une première boîte de conseil, pour travailler sur 3 points, sur le lean, sur la supply chain et sur les organisations responsabilisantes. Donc ça permettait de mettre en œuvre tout ce que j'ai vu chez PSA, mais aussi de compléter avec la partie organisation autonome, responsabilisante, qu'on parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire comment redonner des responsabilités à des opérateurs, à des ouvriers, pour que le travail, ce qu'ils font tous les jours, ait du sens. Donc là, 7 ans dans un premier cabinet de conseil qui s'appelait ProConseil. Après, j'ai basculé dans un autre cabinet pour monter toute la practice supply chain qui était Adford Consulting. Adford Consulting a été revendu à KPMG, et maintenant je fais partie des entités KPMG Opération et en charge de cette BU Supply Chain. Donc il représente la BU Opération représente 120 personnes environ, réparties sur Paris, Bordeaux, Nantes et Lyon. Et en supply chain, on est une quarantaine de consultants spécialisés dans tous les domaines. Donc un parcours un peu atypique, un peu jalonné de différentes expériences. Là, sur la partie conseil, par rapport à ces acteurs j'ai croisé, qui sont des cabinets un petit peu boutiques, type ProConseil, Adford, qui sont de taille plus modeste que ce qu'on peut avoir chez d'autres acteurs. Ouais, on était plutôt sur des cabinets d'une taille de entre 30 et 50 consultants, ça dépend à quelle époque, plutôt très focalisé opération, à ce qu'on appelait les opérations. Donc c'est pas le consultant, et on en reparlera peut-être à la fin, c'est pas le consultant qui reste derrière son PC et qui reste derrière son écran à faire du fichier Excel. En tout cas, c'est pas le consultant tel qu'on imagine, c'est le consultant plutôt avec des chaussures de sécurité et qui est sur le terrain avec les gens du terrain, et qui va capter l'essentiel au plus proche d'où il est. Ouais, dans des missions un peu Donc, ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Exactement, c'est des missions excellence opérationnelle. Et ce sont alors on a toujours, parce qu'il y a souvent des débats sur ce thème, et les sociétés sont pas toujours familières de ce que c'est que d'utiliser des cabinets de conseil pour certaines opérations. On a des profils dans ces domaines qui sont justement des gens qui sont quand même de terrain, avec des expériences de terrain, qui ont déjà roulé leur bosse chez des acteurs finaux, des industriels, etc., et qui viennent au conseil après. On a de tout. On a de tout. Et ça aussi, c'est un vaste sujet, une vaste question que j'ai assez régulièrement. On a des gens qui viennent de l'industrie et qui vont dans le conseil. Et donc là, il y a un savoir-faire qui est grand, mais une posture du consultant qui est à apprendre. Ça a été mon cas quand j'ai basculé dans le monde du conseil. Ça se fait pas si rapidement que ça. Enfin, il y a un moment d'appropriation. Et puis il y a l'inverse où j'ai jamais fait d'industrie, donc j'apprends au fil de l'eau dans les différentes missions que je fais chez les clients. Mais c'est vraiment l'excellence opérationnelle, c'est vraiment des opérations.
Nous, ce qu'on recherche chez le consultant, c'est le consultant qui est curieux, qui pose des questions, qui innove, qui se met à la place des clients et qui fait grandir les clients. Voilà un peu ce qu'on recherche, par exemple, sur le consultant. Et on sent cette fibre, quand le consultant a cette fibre-là, c'est que c'est un consultant plutôt opérationnel. D'accord. Oui, donc il y a cet aspect, j'apporte un regard nouveau sur les choses, et puis une vision un peu plus structurée, peut-être, d'utiliser des méthodologies qui ont été prouvées. Puis il y a un autre aspect, enfin moi que je trouve important, c'est que souvent de ce type de projet, on a besoin de gens qui ont la compétence, mais qui n'ont pas le temps. Parce qu'ils ont déjà un boulot, voire deux, et on leur demande en plus de faire un projet. Et là, en fait, il y a un problème de bande passante, donc c'est là que en fait, l'aide extérieure prend tout son sens aussi pour dégager du temps, pour avoir les bonnes personnes dans les ateliers, j'imagine. Ouais, c'est clair, il y a dégager du temps, mais alors attention à ce conseil. Enfin, il faut pas se mettre à la place du client. Enfin, nous, le message qu'on fait passer, c'est que on est là de façon temporaire, pour répondre à des besoins, pour répondre à des charges, mais pour accompagner le client. C'est-à-dire que le client nous prend pour résoudre des problèmes, pour l'aider à utiliser des méthodologies qu'il n'a pas l'habitude. Mais notre rôle, c'est de le former à cette méthodologie pour qu'il l'utilise plus tard et se substitue au consultant. Donc pour moi, le vrai métier du conseil, c'est pas être pendant 2, 3, 4, 5 ans chez un client ou sur des thématiques différentes, mais c'est vraiment l'accompagner et le monter en compétences. Moi, j'ai une petite anecdote. Il y a un client qui m'a rappelé, j'avais fait une première mission il y a 5 ans chez un client, et c'était pour de la distribution de bord de ligne sur une ligne d'assemblage, donc distribution de composants. Et ce client m'a rappelé, il m'a dit on aimerait vous revoir et échanger ensemble sur une nouvelle problématique. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas entendu parler de ce client. Et ce client m'a accueilli et on rentre en salle. Il m'a dit on va commencer. Il y a 5 ans, vous m'aviez fait un dossier de synthèse, vous aviez donné des préconisations, et il m'a ressorti il y a 5 ans le dossier et il m'a dit voilà. Là, on a fait ce que vous avez dit. Là, on n'a pas fait, on a trouvé autre chose, on a fait mieux. Et c'est là où je pense que ça a de la grande valeur, notre métier a de la grande valeur, c'est quand un client fait ce qu'on lui a dit de faire et encore améliore ce qu'on lui a dit de faire. Ça veut dire qu'il a vraiment pris le dossier, qu'il l'a vraiment travaillé, que toutes les équipes l'ont bien intégré. Et là, ça a vraiment une certaine gratitude quand on voit ça. On se dit, on n'a pas fait quelque chose qui va être mis de côté ou quand on sera parti, qui sera plus utilisé. Donc il y a une vraie valeur et c'est là où le conseil en opération c'est notre ADN, c'est qu'on apporte de la valeur à nos clients et quelque chose qu'ils l'utilisent, qu'ils l'améliorent ou où il va faire autre chose derrière. D'accord. Avant de passer aux parties suivantes de l'émission, une dernière question sur l'aspect de ton parcours et sur la formation, notamment, puisque tu as fait aussi, comme notre invitée précédente, Alia, à un moment, tu as décidé d'arrêter et de faire en même temps que tu travaillais ou d'arrêter le travail pour te remettre aux études. C'était à quel âge là C'était vers 32 ans. 32 ans, 32, 33. Ouais. Tu avais déjà travaillé 5 Oui, j'avais travaillé 6 ans, déjà. 6 ans, donc 6 ans, ah oui, d'accord. Et là, hop, du 6 ans, paf, tu arrêtes une source de revenus et c'est 1 an. Oui, presque 2, même 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Ouais. Donc là, pendant 1 an et demi, et la question est, le jeu en valait la chandelle ? Ah oui. Moi, je pense qu'on devrait tous, à un moment donné, s'arrêter et se reformer. C'est-à-dire que je pense que on devrait avoir des cycles où tous les 10 ans, je m'arrête de travailler une année et je vais me reformer. Reformer pour toujours la curiosité, l'innovation et faire autre chose. Et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Je pense que j'aurais pu faire une école d'ingénieur tout de suite,
Après, j'étais peut-être un petit peu borné de dire, sans diplôme ou avec un minimum de diplôme, de toute façon, on peut réussir. Ce qui est pas vrai dans notre aujourd'hui en France, ce qui est vrai dans d'autres pays. Mais oui, j'ai pas fait autre chose pendant, la somme d'argent que je me suis consacré pour reprendre ces études, elle n'a pas servi à faire autre chose. Mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'aujourd'hui, ça m'a ouvert des portes que j'aurais pas si j'avais pas fait ça et ça m'a fait grandir. Alors après, ce qui est important aussi, c'est que je l'ai pas fait tout seul. C'est-à-dire que il y a toujours eu certaines personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont poussé pour faire ça. Il y a des gens dans l'entreprise, des gens qui m'ont poussé, qui voyaient le potentiel peut-être que j'avais, qui m'avaient donné des responsabilités de plus en plus importantes. Et ça, je pense que c'est important de trouver dans les différentes entreprises où vous passez ou les différents postes, de trouver quelqu'un qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à faire autre chose. J'appelle ça le mentor, mais je pense que c'est important et c'est ça qui fait le déclic. Moi, je regrette rien de tout ce que j'ai fait. Ça m'a permis de rentrer dans le conseil, ça m'a permis de donner des cours aussi en master spécialisé. Ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a fait rencontrer plein de monde, ça m'a fait évoluer. Donc, je pense que c'est des choses qui sont essentielles. Il y a beaucoup de formations de 3e cycle qui sont disponibles en supply chain. Moi, j'interviens sur l'ISLI, je fais un petit peu de pub à Bordeaux. C'est une formation qui permet de voir autre chose, de découvrir autre chose, et qui permet si on est curieux, de créer plein de choses. Et en supply chain, il y a plein de choses à faire. D'accord. Eric, merci de nous avoir raconté ce parcours. On va passer à la séquence suivante, qui est le focus rôle. Alors, rôle au sens type de métier. Et donc, la question sera, dans le métier du conseil en supply chain, quels sont les différents types de rôles qu'on va trouver dans une organisation ? Donc dans le consulting, les différents rôles qu'on retrouve, c'est très souvent du projet. Donc on retrouve un directeur de projet, et ça dépend de la taille du projet. C'est plutôt quelqu'un qui est garant que la mission se passe bien chez le client. Donc c'est plutôt l'interface client. Après il y a le chef de projet, qui est le chef d'orchestre. Moi je le considère comme un chef d'orchestre. C'est lui qui doit s'assurer que tout le monde fonctionne bien, que tout va bien, que ça avance, que le planning est respecté, que les coûts sont tenus et la qualité aussi. Et il y a le consultant qui est la pièce maîtresse qui produit. Donc là, qui est en lien directement avec l'opérationnel. Et son rôle au consultant, si je zoome un petit peu, c'est accompagner le client à résoudre ses problèmes. C'est être là pour proposer des solutions et de la méthodologie, faire monter en compétence son client. Donc c'est un rôle essentiel pour la réussite du projet. Et il faut que ce consultant ait de bonnes bases qui sont dans le métier de la supply chain, des bases métiers, c'est-à-dire connaître ce que c'est qu'une supply chain, connaître la chaîne de la valeur dans sa globalité, de l'amont jusqu'à l'aval, donc la partie planification, passant par les entrepôts, la distribution jusqu'au client final. C'est quelqu'un qui doit connaître aussi bien le flux physique que le flux d'informations. C'est quelqu'un qui doit maîtriser les outils. Alors on parle beaucoup d'Excel, c'est essentiel de maîtriser l'outil Excel et maintenant le Power BI pour analyser les KPI et les données. Et il y a une chose qui est essentielle qu'on oublie, c'est la partie finance. Donc un bon consultant doit aussi avoir cette vision finance. On ne fait plus rien sans avoir fait un business case associé, à un ROI associé. Donc c'est un peu ces 3 piliers que le consultant doit
doit avoir et doit jongler avec ces 3 piliers pour mener à bien à son projet. Donc voilà, et après ça dépend de la taille du projet, le nombre de consultants qu'on implique sur le projet. Donc sur ces consultants, finalement, il y a quand même différents niveaux de seniorité. On rentre, il faut quoi comme compétence? Il faut être un ingénieur, il faut avoir déjà une expérience pour pouvoir faire du conseil, ou on peut recruter aussi des gens qui sortent tout frais moulus d'une école. Alors nous, on a de tout. Enfin, on a des gens qui sortent d'écoles. C'est plutôt des écoles d'ingénieurs, donc plutôt de bonnes écoles d'ingénieurs. Et on les forme sur place. Ça leur permet aussi de découvrir différents métiers. Donc au début, ils font plutôt de l'analyse de données. Ils font plutôt des choses qui permettent d'apprendre. Hein. Enfin, quand on n'a pas de connaissances ou que des connaissances sorties de l'école, il faut aller sur le terrain et faire du terrain pour bien comprendre. On a des gens qui viennent aussi avec une expérience déjà dans l'industrie, dans la distribution. Et là, ces gens-là, ils arrivent à un niveau un peu plus haut. Donc ils font des tâches plutôt d'encadrement, de supervision. Puis après on a les vendeurs, ceux qui vendent des missions qui permettent d'alimenter les chefs de projet derrière et les consultants en travail. En termes de passerelle, moi j'avais un petit peu plutôt une image il y a toujours une passerelle entre le consultant et le client, enfin souvent. Donc soit des gens qui viennent d'utilisateurs, on va dire finaux, enfin on va dire de clients, et qui de chez le client viennent au conseil, et ça va plutôt être des gens qui sont un peu seniors. Et l'inverse, c'est plutôt des gens un peu juniors qui ont fait leurs armes dans une société de conseil et qui vont rentrer chez un client, éventuellement le client de la société en question ou autre, avec cette étiquette cabinet de conseil qui est quand même un petit peu valorisante, je pense, sur le parcours et sur le marché du travail. Ouais, elle est très valorisante. Alors après, il y a plusieurs le consultant qui part chez un client. Nous, on le voit plutôt d'un bon œil parce que c'est un consultant qui a percé chez ce client, il y a un bon relationnel. Et puis peut-être que le conseil, c'est un métier difficile. Hein. Faut pas l'oublier, c'est un métier où vous êtes toujours en tension, vous êtes toujours avec plusieurs clients parfois en même temps. Donc vous passez dans la même journée 2 dossiers. Il faut jongler, il faut se rappeler, faut se rappeler des gens, faut se rappeler des dossiers. Donc c'est un métier qui est assez compliqué, qui est aussi chronophage en termes de temps, mais qui est très valorisant. Enfin, on apprend très très vite quand on va chez un client qu'on connaît pas ce client ou qu'on ne connaît pas cette industrie. On apprend très très vite. On est capable de diagnostiquer par exemple une entreprise avec l'expérience entreprise, entrepôt, enfin toute une supply assez rapidement avec nos regards. C'est un métier super valorisant. C'est un métier, par contre, qui est très exigeant, très fatigant. Donc, faut savoir trouver le juste équilibre. Et on a les mouvements des deux côtés. Donc, des consultants qui sont un peu usés, fatigués par le métier, qui partent dans l'industrie. On a des jeunes qui ont fait aussi 2-3 années dans le conseil, qui sont partis dans des startups. Puis quand on discute avec eux, ça se passe plus ou moins bien, mais ils se reposent des questions sur ce qu'ils vont faire. Et puis après, il y a celui qui a une vraie expérience métier dans l'industrie et puis qui se dit à un moment donné, je ne veux pas faire ma vie dans le même secteur d'activité, ce qui était un peu mon cas. Je voulais pas faire toute ma carrière dans l'automobile, alors que je suis un passionné d'automobile. Donc à un moment donné, le meilleur moyen, c'est de switcher dans la partie conseil. Et aujourd'hui, on passe de sujets dans le retail, dans la chimie et même dans des mines. Sur ces 3 métiers différents, mais toujours de la supply, et on traite tout ça, et à chaque fois, à la fois. On découvre un nouvel univers à chaque projet, en fait. Et nouvel univers, nouvelle personne, nouvelle culture aussi, et c'est ça qui est très sympa. Enfin, je trouve qu'on apprend de tous les côtés en fait au final. D'accord. Et c'est ça qui est enrichissant en fait.
Après, en termes tu disais que c'est demandeur, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir, si on se retrouve avec un projet qui n'est pas forcément à côté de son domicile, ça veut dire aussi aller passer 4 jours, 5 jours de la semaine au fin fond de je sais pas où, dans un hôtel Oui, oui, sympa, oui, ou passer. Avec ses collègues, quoi. Bon. Non, mais c'est ça, alors ça, c'est la complexité du métier aujourd'hui qu'on a, et surtout sur les jeunes là, c'est comment allier et comment trouver le bon équilibre entre vie pro et vie perso. Effectivement, par exemple, on a fait une mission en Nouvelle-Calédonie, il a fallu partir 6 mois en Nouvelle-Calédonie, mais on trouve pas forcément tant de consultants que ça qui veulent partir 6 mois parce que ça désorganise le rythme, mais il faut et ça on apprend. Alors ça nous énerve un petit peu parfois, mais on apprend à jongler. On fait pas mal d'entretiens pour recruter parce qu'on est toujours en recrutement. Moi, je fais pas mal d'entretiens. Aujourd'hui, la question qui revient, c'est est-ce qu'il y a du télétravail ou pas? Ça dépend. Enfin, ça dépend du client et nous, moi, je suis au service de mon client, c'est-à-dire que le client nous paye pour une prestation et on doit faire cette prestation. Donc, on est à son service. Et tout ça dans une meilleure qualité possible, c'est-à-dire que ce qu'on livre, ça doit être d'une grande qualité. Alors après, on a peut-être un niveau d'exigence qui est un peu fort, mais ça c'est c'est l'ADN de l'excellence opérationnelle voilà. C'est pour ça que après les consultants sont souvent ex-consultants sont aussi prisés sur le marché, c'est qu'ils arrivent avec une méthode, une rigueur qu'on retrouve, qu'on n'a pas autrement, et donc c'est souvent des gens qui sont excellents, quoi. Après, je vais juste rajouter, il faut aussi de l'empathie. Enfin, juste rajouter, c'est une qualité aussi qu'il faut avoir au niveau du conseil, c'est être à l'écoute. À l'écoute, avoir de l'empathie avec des gens, des clients, des personnes dans l'entreprise que vous voyez, et être humble par rapport à ce que les gens font. Là, je pense que mon parcours, qui est un peu atypique, aide beaucoup parce que je suis passé par là. Au final, je sais ce que c'est qu'une ligne de production, je sais ce que c'est être derrière une presse injectée et sortir des pièces toute la journée pour être payé pas beaucoup. Donc ça aussi, c'est important. Tout le monde n'a pas fait des grandes études, tout le monde n'a pas fait la même chose. On est tous différents, mais ça, en tout cas dans notre métier, c'est important de garder cette empathie, être vraiment humble sur ce que font les gens. D'accord. Merci Eric pour cette petite partie sur les rôles et sur le consultant supply chain. C'était passionnant. Maintenant, je voudrais faire un focus métier. Alors, métier au sens business, oui, c'est toujours le métier de la supply chain en général. Et là, j'ai une question très précise, en fait. On parlera des missions après. Mais j'ai une question plus descriptive sur une définition pure et dure. Dans ton parcours, j'ai vu que tu avais plusieurs fois été confronté à la mise en place et à la réalisation de schémas directeurs. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs novices qu'est-ce qu'un schéma directeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un schéma directeur, je vais partir d'un exemple, comme ça sera plus simple pour l'expliquer. Je vais repartir d'un exemple dans l'automobile. Dans l'automobile, on construisait des schémas directeurs à 10 ans, 5 à 10 ans. C'est-à-dire, on se posait la question, avec le programme véhicule qui allait arriver dans un site, comment le site allait évoluer sur le long terme. Quel véhicule j'allais mettre sur ce site-là, qu'est-ce que je vais devoir faire pour produire ce nouveau véhicule, quelle stratégie je voulais mettre en place sur les autres plans de l'usine. Donc en fait, le schéma directeur, c'est travailler sur la stratégie de l'entreprise. Schéma directeur logistique industriel ou schéma directeur supply chain, c'est regarder
qu'est-ce que je vais faire, comment elle va évoluer ma supply chain dans les 5 à 10 ans à venir. Sachant qu'on ne sait pas trop ce qui se passera dans les 5 à 10 ans. Donc, faut faire des hypothèses de volume, des hypothèses de croissance, des hypothèses de chiffre d'affaires. Et on regarde qu'est-ce qui peut, comment on peut faire évoluer tout ça à travers cette supply chain. Si je reprends un autre exemple, on parle de relocalisation aujourd'hui. Quel sera pour les entreprises le sujet de demain? Donc ça c'est une vraie question chez MyDirector. Si je relocalise, ça veut dire que je vais remettre des structures de stockage proches de mes usines, je vais rapatrier mes usines en Europe, mais c'est qu'est-ce qui va se passer après quand j'aurai fait ça dans les 5 à 10 ans derrière. Donc ça c'est tout un sujet qui doit être traité plutôt en commençant par l'offre, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire comme business, qu'est-ce que je veux développer, vers où je veux aller, et suite à ça, comment je monte ma supply chain pour qu'elle soit efficace. Donc c'est plutôt un sujet avance de phase, je dirais, qui permet de déterminer la route à suivre, une trajectoire en tout cas, parce qu'après on sait très bien que toutes les stratégies évoluent au fil du temps suivant ce qui peut se passer, mais c'est quelle est la trajectoire que je vais mettre en place pour faire évoluer ma supply chain. C'est la vision d'hélicoptère. C'est ça, c'est la vision long terme. Voilà, par exemple, on sait que les centres-villes vont être bientôt plus accessibles aux camions. C'est comment demain, quand moi je suis dans une boutique au milieu de Paris, je fais pour livrer de mon entrepôt à cette boutique-là mon réassort toutes les nuits pour pouvoir livrer mes rayons et que les clients puissent acheter de la marchandise. Ça c'est une question qu'on a traitée il y a 3 ans maintenant pour une grande enseigne commerciale. Et c'était pour 2027, 2025, 2027. Donc voilà des sujets qu'on peut traiter sur le long terme en supply. C'est vraiment stratégique, mais cette stratégie, après, elle fait découler toute la supply chain. Oui, parce qu'il y a de l'inertie. Exact. C'est ça la chose, que ce soit usine, entrepôt, etc. Il y a de l'inertie, il y a de l'investissement, il y a de l'investissement, il y a un projet. Il y a une validation des budgets aussi derrière. Il y a énormément de choses et généralement ça se fait pas comme ça. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais c'est important, c'est important d'avoir pour les entreprises, c'est important d'avoir cette vision-là, une vision chez MyDirector. Et pour moi, c'est le book qui doit être à droite du bureau du patron. Qui doit suivre et avoir cette trajectoire-là pour voir où on voulait aller et comment on va y aller. C'est surtout ça qui est important. D'accord. On évite les grands coups de gouvernail à droite. Voilà. Généralement, ça consomme du conseil, mais c'est pas le conseil efficace. On l'a vu pendant les périodes tendues telles que le Covid. On a vu qu'il y a certaines entreprises qui avaient pas lancé le e-commerce, ont dû s'y mettre très très vite et ça a été très très compliqué à démarrer. Donc c'était pas prévu dans le schéma directeur, c'était pas planifié. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de schéma directeur, mais en tout cas ça a manqué et la mise en œuvre a été très compliquée par rapport aux entreprises qui l'ont fait dans l'urgence. Merci Eric. Nous allons passer à la séquence suivante, qui est le focus mission. Alors, là, en l'occurrence, on parle de cabinet de conseil. Donc, typiquement, est-ce que tu peux nous décrire quels sont les différents types de missions qu'on peut confier à un cabinet de conseil en général, et si tu veux faire le zoom sur une mission ou une autre, à ta convenance. Bon, déjà, je vais donner un petit peu nos offres métiers qu'on a dans la practice supply chain. On a bien sûr l'offre chez MyDirector, on en a parlé, l'offre planning, donc tout ce qui est aspect planification, l'offre distribution, c'est toute la partie transport, et l'offre entrepôt. Maintenant, si je zoome un peu sur la partie entrepôt, sur la partie entrepôt, on peut faire plusieurs missions.
qui peuvent aller de une mission purement métier qui est l'optimisation d'un processus de préparation de commandes. C'est une petite chose à l'intérieur de l'entrepôt sur lequel là on va travailler, on va faire des vie-ma-vie sur la préparation de commandes, on va regarder les non-valeurs ajoutées et essayer de déterminer les leviers pour éliminer ces non-valeurs ajoutées. Donc ça, c'est une petite chose à l'intérieur de l'entrepôt. Maintenant, si je vais un peu plus loin, on peut construire un entrepôt. Donc, on a des compétences en interne et on accompagne certains clients où on intervient dans la construction de l'entrepôt, le choix de mécanisation à l'intérieur de l'entrepôt. Donc, on aide à tout ce qui est appel d'offres sur de la mécanisation, la typologie de mécanisation qu'on doit mettre en place et qu'on peut mettre en place à l'intérieur de l'entrepôt par rapport aux besoins. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on traite. On traite du système d'information, donc on traite, et on entend beaucoup parler en ce moment système d'information. Donc on accompagne au choix dans les systèmes d'information, par exemple, si je continue l'exemple de l'entrepôt sur les WMS, mais aussi on va jusqu'à l'intégration de ces systèmes pour certains de nos clients. Donc voilà, si je prends un entrepôt, une petite boîte, en fait, à l'intérieur de cette boîte, il y a plein de sujets qu'on peut traiter pour accompagner nos clients. Il y a plein de choses à faire aussi bien sur le flux physique que sur le flux d'information et bien sûr sur le flux documentaire associé pour certaines entreprises. Donc voilà, en termes de métier, ce qu'on peut faire, donc c'est assez varié. Et à l'intérieur, on a des gens, à l'intérieur de mon équipe, j'ai des gens spécialisés sur cette partie entrepôt, comme sur les autres offres au sein de la practice supply chain. Mais ça dépend de la volonté du client, du souhait du client, ce qu'il veut faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive en avance de phase. Et ce qui est le plus intéressant, c'est d'arriver au niveau schéma directeur, donc c'est l'aider à choisir qu'est-ce que va être son futur dans les 10 prochaines années, et puis après c'est de l'aider au choix et à la mise en œuvre des choix qu'il aura fait sur sa stratégie et sur l'entrepôt qu'il voudrait mettre en place sur l'entrepôt du futur. Mais déjà, où mettre l'entrepôt qui fait partie quelque part du network design. Exactement, où le placer pour servir au mieux les clients, donc où le positionner géographiquement, comment le dimensionner en termes de surface, comment le mécaniser. On parle beaucoup de mécanisation et de plus en plus, tu es bien placé pour le savoir. Donc là aussi, c'est des sujets où... on a aussi un écosystème en interne qui permet d'aller chercher les meilleurs partenaires pour implanter, pour proposer des solutions aux clients. Ce qui est important, c'est qu'on ait force de proposition. Donc là aussi, le consultant, c'est pas le consultant qui va choisir, c'est pas le chef de projet qui va choisir, c'est pas le directeur de projet qui va choisir, c'est le client qui va choisir. Donc nous, on est juste là pour faciliter, mettre de l'huile dans les rouages pour faciliter le choix du client sur une solution par rapport à son besoin initial. Donc on est un peu des préconisateurs de solutions. On va passer à la séquence le conseil du pro. Alors j'ai une petite question à te poser, c'est une question que je vois revenir souvent sur les différents acteurs qui envisagent de moderniser leur entrepôt et qui sont souvent équipés qui n'ont pas du tout de WMS ou qui ont un vieux WMS ou qui ont une verrue dans un ERP qui est un pseudo WMS, on va dire, et puis qui en même temps envisagent l'automatisation d'un entrepôt, et ces clients se posent la question, que dois-je faire? Vaut-il mieux changer mon WMS d'abord, faire l'automatisation ensuite, ou l'inverse, ou les deux en même temps? Je dirais ça dépend. Ça dépend.
Mais ce qui est important, c'est de bien qualifier le besoin. C'est-à-dire que ce que je dis aux clients, c'est que qu'est-ce que vous voulez faire demain et pourquoi vous voulez le faire. C'est ça qui est important. Mettre un WMS pour mettre un WMS, ça vaut pas le coup. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. C'est je veux mettre un WMS, mais pourquoi je veux mettre ce WMS là? Et la réponse au pourquoi permettra de définir et de qualifier le besoin. Ça sert à rien d'aller chercher un WMS qui fait du e-commerce si je fais pas du e-commerce. Voilà. Donc là, il y a une vraie expression de besoin à faire, de qu'est-ce qu'on veut faire, et on rejoint la stratégie à chaque fois. Et que ça soit sur du système d'information WMS ou que ça soit sur de l'automatisation, c'est qu'est-ce que je veux faire. Automatiser pour automatiser, ça sert à rien. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, moi, je veux automatiser, je veux mettre des convoyeurs partout dans mon entrepôt. Et la première question que je leur pose, c'est pourquoi vous voulez mettre ça? Et j'ai rarement la bonne réponse. Et en fait, on se rend compte que c'est pas un besoin, c'est parce que je suis allé à un salon, je suis allé à une convention ou à une conférence, et comme on voit beaucoup d'automatisation en ce moment, je veux automatiser. Donc après, moi, les clients, je préfère qu'on se ressente, c'est quoi le besoin? Et une fois qu'on a capté le besoin, on les aidera à définir comment on va mettre en œuvre. On peut tout faire d'un seul coup. On peut faire automatisation et WMS, attention. Plus on en fait, plus il faut des moyens, plus ça prend du temps humain. Donc attention au pilotage du projet. Et moi, je suis plutôt y aller de façon séquentielle. Donc plutôt système d'information et câbler un système d'information avec de l'automatisation derrière. Mais ma meilleure préco, c'est n'automatisez pas si ça vaut pas le coup d'automatiser. Il faut vraiment qu'il y ait un besoin. Qui a un besoin de compactage, par exemple, il faut automatiser si vous n'avez pas de place. Et il faut compacter la surface. Là, il y a vraiment besoin. Il y a un besoin d'augmentation du nombre de références parce que j'ai une stratégie qui va doubler ou tripler mes références. Donc là, il y a un vrai besoin. Il faut vraiment caler le besoin, et c'est ce calage du besoin qui permettra derrière de décider si on doit mettre une automatisation, si on doit mettre un WMS et quel type de WMS on doit mettre. On a toutes les solutions en WMS qui vont coûter de 1 million à 50K. Donc il y a un panel assez large de solutions. Maintenant, il faut choisir la bonne si on veut partir dans ce choix-là. Donc, il faut avoir fait son schéma directeur au préalable. C'est ça, exactement. Nous, ce qu'on dit, c'est que la première phase de tout ça, c'est le diagnostic qui est important. Donc, il faut avoir fait un diagnostic, une bonne expression de besoin pour pouvoir bien qualifier et caler la suite. Éric Léger, le conseil pour les jeunes, un conseil d'ordre général et éventuellement un conseil de lecture, un conseil d'apprentissage, tu as carte blanche. Un conseil général, c'est que ce que je peux dire, c'est que le métier du conseil, c'est un beau métier. Donc moi, j'invite tous les jeunes à venir découvrir ce métier-là. Moi j'appelle. Après, faut être passionné, faut aimer ses clients. Plus on aime ce qu'on fait, plus on aime les clients, plus on arrivera à faire de belles choses. Moi, j'appelle ça le conseil passion. Maintenant, j'appelle même plus ça le conseil. Donc, et après, moi, ce que je dis aux jeunes quand je les ai comme étudiants, je dis, allez voir ce qui se fait ailleurs. Je pense que c'est important pour les jeunes aussi de découvrir un peu ce qui se passe dans le monde, pour aussi revenir et dire qu'on n'est pas si mal en France, mais aussi capter ce qui est fait dans les différentes cultures, dans les différents pays, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, et il faut que nos jeunes soient curieux et bossent et travaillent. Il faut travailler.
on n'arrive à rien sans travailler. Donc, c'est quelque chose qui est important. On peut faire une belle carrière, on peut gagner plein d'argent, mais faut bosser. Donc, et ceux qui bossent s'en sortent très très bien, en tout cas. Et bien, ce sera le mot de la fin. Éric Léger, merci encore. Merci bien. À bientôt.